Mardi 31 mai 2022, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française sur Viva. Tout de suite, concernant les actualités de ce mardi, la construction de la nouvelle ville Tanamaçonge constitue l'un des grands défis de l'État, une nouvelle ville connectée à travers l'utilisation des nouvelles technologies, des télécommunications et du numérique, la première du genre en Afrique, une raison pour laquelle le président de la République de Madagascar, Andjara-Dzuel, a été l'invité d'honneur de la conférence internationale et de l'exposition sur les nouvelles technologies et l'économie numérique au Seamless Middle East 2022 à Dubaï. Cette conférence qui a débuté aujourd'hui concorde avec les défis de l'État malagasy sur l'utilisation des nouvelles technologies et du numérique. Natera Gutuma et Raslo Forman. Avant l'ouverture officielle de la conférence internationale et d'exposition sur les nouvelles technologies et du numérique, Seamless Middle East 2022, le président de la République, Andjara-Dzuel, a été reçu officiellement par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et à la fois membre de la famille royale de l'Émirat arabe uni, le Cheikh Saïf bin Zayed Al Nahyan, au World Trade Center Arena aujourd'hui. Il est à noter que le président Andjara-Dzuel est l'invité d'honneur de cette conférence internationale Seamless qui se tient pour 2 jours ici à Dubaï. Le président de la République de Madagascar a renforcé aujourd'hui, durant son discours lors de l'ouverture officielle de la conférence, que l'État malagasy a entamé une collaboration avec l'Arab Federation of Digital Economy dans le cadre de l'économie numérique dans le pays. Madagascar ambitionne de promouvoir le numérique dans le pays, d'être le premier en Afrique dans ce domaine. L'innovation technologique, et en particulier le numérique, vous l'avez bien compris, est un facteur de création de richesses et permet de concevoir de nouvelles solutions pour le développement durable. Elle induit de multiples impacts sociaux sur les modes de pensée, le rapport au temps et l'emploi. Afin d'être mieux armés et pour affronter les défis, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons établi une coopération avec l'Arab Federation for Digital Economy. En effet, il est primordial de choisir un partenaire avec un savoir-faire, des expériences qui pourraient accompagner Madagascar vers la transformation digitale. L'utilisation du numérique, de la nouvelle technologie et des télécommunications dans le développement du pays s'inscrit dans le plan Émergence Madagascar ou PEM. La nouvelle ville Tanamaçonge sera la ville connectée de Madagascar et le premier du genre en Afrique. De plus, le monde ne peut plus se passer du numérique et du digital comme le témoigne la crise sanitaire selon le président Andjara-Dzuel. De plus, le numérique est un pilier du développement notamment dans la création d'emplois, surtout pour les jeunes. Il est primordial pour les secteurs de la santé, de l'éducation, du service public et bien d'autres, mais surtout pour le développement du pays. C'est la raison pour laquelle le président de la République est actuellement à Dubaï, car ce pays est un exemple de développement et de concrétisation des visions, surtout dans l'utilisation du numérique et de nouvelles technologies et du digital. Nous connaissons tous la particularité de cette ville exceptionnelle qui est Dubaï, et je suis profondément admiratif de la transformation réalisée en quelques décennies d'un désert en capitale mondiale, de l'exemplarité, et cela grâce à la vision et à la détermination de ses leaders. Ce développement remarquable est incontestablement un modèle qui nous inspire tous et je suis convaincu qu'il en sera de même dans le domaine de l'économie numérique. Madagascar ambitionne d'avoir une Smart City, une ville intelligente comme Dubaï. En créant notre nouvelle ville Tanamaçonge, nous voulons être le leader de l'Afrique pour le développement numérique optimisé et accéléré. Voilà pourquoi il est important pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cette conférence et exposition sur les technologies de l'économie numérique Seamless Middle East 2022. En quelques années, cette conférence est devenue le principal espace de discussion et d'échange sur les dernières pratiques et technologiques dans le domaine de la révolution numérique et de l'innovation au cœur de nos sociétés. Toutes les dernières technologies, l'innovation, l'e-commerce,
La fintech, les télécommunications, le numérique, la digitalisation et bien d'autres sont exposés ici au Simless 2022. Une commission d'enquête parlementaire sur le trafic d'or sera mise en place à l'Assemblée nationale. Elle sera composée de 16 députés issus de tous les partis politiques. Le rapport de ces membres de la commission sera remis directement au président de la République, d'après ce reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal sur les images de Yves Janel. L'extraction et les exportations illicites d'or sont en hausse actuellement, a déclaré aujourd'hui le président de la Commission des ressources stratégiques, Mohamed Ahmad. Selon lui, les députés ne peuvent pas être des passeurs puisqu'ils ne font pas partie de l'exécutif. Les cas de contrebande de richesse nationale restent souvent sans suite. C'est pourquoi ce député a proposé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur les trafics d'or. Cependant, la commission n'est pas en mesure de traiter une affaire qui est déjà passée devant les tribunaux, selon toujours les explications. Cette commission sera composée de 16 députés issus de tous les partis politiques. Ce député fait appel aux personnes ayant des informations sur d'éventuelles contrebandes d'or afin que la commission puisse commencer à travailler. Et toujours autour de ce sujet, la Suisse a été choisie par Madagascar pour la conversion de l'or doré en or monétaire. On rappelle qu'environ une tonne 3 kg d'or ont été achetés par la Banque centrale et y sont stockés depuis avril 2021. Le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Olivier Rakout-Malal, a effectué une mission en Suisse la semaine dernière et aujourd'hui, il a reçu l'ambassadeur de la Suisse, Jasper Sarot, à Panjinlumbi. Écoutons l'ambassadeur de Suisse à Madagascar. Pour moi, c'est une occasion de rendre une visite de courtoisie au ministre qui est en poste depuis 2 mois et demi et qui vient récemment aussi d'effectuer un voyage dans mon pays, en Suisse. Donc c'était une bonne occasion de passer en revue donc, le voyage de Monsieur le ministre, aussi les possibles pistes de coopération qu'on a, notamment dans une filière qui pourrait ramener beaucoup à Madagascar, où Madagascar a beaucoup de ressources. Moi, je suis originaire d'un pays qui a peu de ressources, mais qui gère les ressources, et je pense qu'on pourrait être un magnifique tandem pour travailler ensemble, notamment dans plusieurs filières. Donc c'est une bonne occasion de parler des différentes opportunités qu'on a entre Madagascar et la Suisse. La question sur une nouvelle formule du prix des carburants à appliquer sur le marché sera discutée à partir du Conseil des ministres de cette semaine, selon le ministre de l'Énergie et de l'Hydrocarbures lors de sa participation à l'émission Data sur Viva. Une date n'a pas encore été fixée, mais la hausse du prix des carburants est inévitable due au contexte mondial, mais des mesures d'accompagnement seront prises pour faciliter cette hausse à la population malgache, toujours d'après le ministre. Reportage. La décision sur la limitation du prix du carburant appartient encore au gouvernement malagasy, au profit du peuple, quand bien même cela engendrait des pertes pour les compagnies pétrolières et des dettes pour le gouvernement malagasy. Les compagnies, les Fonds monétaires internationaux ou FMI et le ministère de l'Énergie et de l'Hydrocarbures continuent les échanges pour solutionner ce problème, selon le ministre de l'Énergie. Quoi qu'il en soit, du fait du contexte mondial actuel, le prix du baril est actuellement à $120 sur le marché international. Une hausse du prix sur le marché est donc inévitable. Néanmoins, aucune date n'a encore été fixée sur l'application de la hausse à Madagascar. La chaîne d'approvisionnement continue son cours normal puisque le navire Hafnia Asia est arrivé il y a une semaine de cela pour livrer les commandes de ce mois de mai. Nous disposons actuellement d'un stock de 31 900 000 litres de supercarburant, de 7 900 000 litres de pétrole lampant et de 10 210 000 litres de gasoil, selon le rapport de l'Office malagasy de l'hydrocarbure OMH. Des ménages indépendants qui ont des réelles capacités de gestion financière et qui font face à la famine. Telle est la situation dans le district de Tsioumbé, dans la région Anjouy. Et d'après le constat de nos journalistes descendus sur place, l'État ne s'est pas limité aux aides financières mais contribue également au développement local à travers le programme de fonds d'intervention pour le développement au FID. Ça, Sylvain. C'est dans ce coffre que les mères de famille, membres de l'association Voamami, mettent leur épargne, laquelle sera utilisée pour la réalisation de leurs projets. Tutsou fait partie de ces mères de famille qui a pu ouvrir une épicerie dans son quartier. Les membres se partagent les intérêts.
Une certaine somme est également disponible pour les cas d'urgence, comme les soins médicaux, mais surtout pour faire face à la malnutrition ou quérir en période de soudure. Il s'agit d'un système initié par l'État malagasy. Le gouvernement, à travers le programme FEED ou le Fonds d'intervention pour le développement, a proposé et piloté la mise en place de l'association Vuamami pour le développement local. Les femmes bénéficiaires du soutien financier FIAVUT participent à ce type d'accompagnement de développement, un projet qui intervient aussi dans d'autres localités de cette région et non seulement à Hendaye. En effet, plus de 250 associations de femmes pratiquent aujourd'hui cette politique d'épargne dans la partie sud de l'île. Et sur un autre sujet, à présent, millions de personnes dans le monde meurent du tabagisme chaque année. Si 1,2 million de personnes perdent la vie après avoir été exposées à la fumée, la culture du tabac pose également problème à l'environnement puisque 3,5 millions d'hectares de terre sont endommagés chaque année par la culture du tabac. Une campagne de sensibilisation de la lutte contre le tabagisme s'est tenue aujourd'hui. Le tabac n'est non seulement dangereux pour la santé, mais surtout pour l'environnement. Reportage de Radorman Zatou et Secharangianassi. 8300 personnes meurent chaque année du tabagisme à Madagascar. 11,3% des enfants malagasy de 13 à 15 ans consomment du tabac, dont 14,8% des jeunes filles et 38,7% des jeunes garçons, selon une enquête qui montre également que 27 sortes de maladies, dont 12 sont des tumeurs, peuvent être contractées à travers la cigarette et la consommation de tabac. Le service de la santé au niveau des Nations Unies a dédié la journée du 31 mai comme la journée mondiale sans tabac. Des sensibilisations ont donc eu lieu ce jour afin d'arrêter les mauvaises habitudes du tabagisme. L'OMS ou l'Organisation mondiale de la santé a également remis aujourd'hui un prix spécial au directeur de l'Office national de la lutte contre le tabagisme et la consommation de tabac pour ses efforts particuliers à cet égard. Le thème pour cette année était « Cigarettes et tabac, une menace pour le monde de la pensée ». Dans le volet sportif, à présent, 5 nouveaux joueurs sont sélectionnés au sein du Barry de Madagascar dans le cadre des 2 matchs de qualification pour la CAN 2023. 4 parmi eux sont des joueurs locaux, si le dernier est un expatrié. Tous se disent prêts à fournir le meilleur d'eux-mêmes pour l'honneur du pays. Ils ont déjà participé aux entraînements dans le cadre de la préparation de la rencontre avec les Black Stars du Ghana qui aura lieu demain, mercredi 1er juin. Anzara Zonarvel est sur place. Donissa Julio, un attaquant expatrié jouant dans le club Le Mans en France, rejoint pour la première fois l'équipe nationale, les Barrés de Madagascar. Selon Julio, il souhaitait intégrer l'équipe depuis un long moment. Je suis très content, ils m'ont très bien accueilli. Après, je connaissais pas mal de garçons avec qui j'ai déjà joué, contre qui j'ai déjà joué. Donc la plupart des garçons, je les connais. La Poussin avec qui j'ai joué au Red Star en Ligue 2. Montbrice, contre qui j'ai déjà joué. Dorian, contre qui j'ai déjà joué. Où on a joué dans le même championnat, où il était meilleur joueur du championnat et moi, meilleure révélation. Donc il y a pas mal de joueurs que je connais, voilà, Melvin, etc. Donc voilà, c'est vrai que l'intégration comme ça, c'est beaucoup plus facile. J'attendais la convocation. Donc j'ai envoyé des messages, voilà, j'ai pas lâché et je trouvais que j'étais dans une bonne période de mon football. Donc je me suis dit c'était le moment. Donc j'ai demandé, j'ai fait les démarches. Ils sont depuis, ça fait peut-être un an et demi. Donc ils sont venus me voir jouer et, après le Covid, ils ont vu que voilà, je pouvais apporter quelque chose à l'équipe. Donc voilà, j'ai attendu et maintenant j'ai attendu, donc à moi de montrer que j'ai pas attendu pour rien. On n'est pas venu là pour les regarder, même si c'est une grande nation, on est là pour faire quelque chose et on va se donner les moyens. Mis à part Julio, 4 nouveaux joueurs ont également été appelés en sélection, 4 joueurs locaux, familiers au Pro League, dont Roots de l'Agisaya, qui a déjà été appelé en sélection en 2016. Les 3 autres sont des nouveaux visages, car c'est la première fois qu'ils ont été appelés à faire honneur aux couleurs nationales. La Laine du CFFA, Avisaranein et Drogba du Fossé Junior. Les titulaires ne seront connus que demain, jour de la confrontation entre les 2 pays, qui aura lieu en Cap Coast au Ghana. Nicolas Dupuis a déjà affirmé que des joueurs locaux seront titulaires.
Le Global Mercy, le plus grand navire hôpital civil du monde, a fait ses débuts en Afrique dans le port de Dakar pour renforcer les capacités du navire Africa Mercy, également à quai à Dubaï. Arrivé vendredi dans le port de la capitale du Sénégal, le bateau de l'ONG chrétienne Mercy Ships y restera jusqu'en fin juin pour former des professionnels de santé avant de revenir en 2023 pour offrir des soins aux populations démunies. Il a été inauguré hier 30 mai par le président du Sénégal, Macky Sall, et ses homologues de Guinée-Bissau et des Comores. Reportage. L'arrivée du Global Mercy à Dakar, un bateau de l'ONG chrétienne Mercy Ships, également le plus grand navire hôpital civil du monde, coïncide avec un nouveau drame qui a bouleversé le Sénégal. À titre de rappel, le 25 mai dernier, 11 bébés sont décédés dans un incendie dans un hôpital public à Tivaouane, dans l'ouest du pays. Le Global Mercy vient aussi pour renforcer la capacité du bateau Africa Mercy, également embarqué à Dakar. Avec une grande capacité d'accueil, le Global Mercy va se déplacer dans les ports des pays du continent qu'il souhaite. Sur le Global Mercy, l'hôpital couvre environ 7000 m² et comprend 6 blocs opératoires, 102 lits pour soins aigus, 7 lits de soins intensifs et 90 lits de convalescence, selon un communiqué de l'ONG internationale Mercy Ships. Cette dernière œuvre pour améliorer l'accès aux soins de santé dans les pays d'Afrique en voie de développement. C'est dans ce cadre que Mercy Ships a souhaité ajouter un autre navire de capacité supérieure que l'Africa Ships. L'objectif est d'atteindre les 5000 patients par an avec les 2 bateaux. L'équipage passera le mois de juin à Dakar dans le cadre de la formation de 260 professionnels de la santé sénégalais aux côtés de l'équipage de l'Africa Mercy. La formation finie, le Global Mercy retournera aux Canaries pour l'habillage final du bateau et prévoit de revenir début 2023 afin de mener des opérations de formation et de chirurgie, principalement de la chirurgie maxillofaciale et de reconstruction, ablation de tumeurs, réparation des fentes labiales et palatines, réparation des fistules obstétricales dans les pays africains. Il a été inauguré hier par le président sénégalais Macky Sall en présence du président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoco Embalo, et du président des Comores, Azali Assoumani, des ministres de la Santé du Sénégal, du Guinée-Bissau, de Gambie, du Cameroun et du Congo-Brazzaville étaient également présents. Et concernant les actualités à l'échelle mondiale, à présent, les forces russes progressent dans l'est de l'Ukraine avec des combats lundi au cœur de la ville clé de Severodonetsk, au moment où les dirigeants de l'Union européenne ont réussi à tomber d'accord pour arrêter l'essentiel de leur importation de pétrole russe. France 24. Maisons en flammes, d'autres en ruines. Elles ont été frappées par l'artillerie russe qui vise sans relâche la ville de Lysychansk. Sur place, les habitants doivent vivre au rythme des bombes. Il y a eu une explosion, puis la maison a commencé à trembler et les échafaudages ont commencé à tomber partout. Nous n'avons même pas compris ce qui s'est passé. D'un côté comme de l'autre, les imbéciles doivent se mettre d'accord parce que c'est toujours les gens innocents qui souffrent. Les combats intenses ont dévasté la commune. Depuis plusieurs jours, elle est privée d'eau potable et d'électricité. À côté de Lysychansk, la ville voisine de Severodonetsk, située de l'autre côté d'une rivière. Une zone devenue la dernière poche de résistance ukrainienne dans cette région de Louhansk. À 50 km au sud, à Bakhmout, la situation est tout aussi difficile. En colère, certains habitants accusent Volodymyr Zelensky d'abandonner l'est de l'Ukraine. Il a oublié le Donbass, il ne se soucie que de Kiev, il a oublié Donetsk et Louhansk. Ils sont rares à choisir de rester sur place. Beaucoup ont déjà fui dans des trains d'évacuation spéciaux mis en place par les autorités ukrainiennes. Leur seule chance d'échapper au combat. Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste français travaillant pour la chaîne BFM TV, a été tué par un éclat d'obus lundi 30 mai dans la région de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine. Toujours un reportage de France 24. Maxime Brandstetter est le collègue de Frédéric Leclerc-Imhoff qui a été tué hier. Il reste avec nous dans le même hôtel ici à Drochkivka et nous avons parlé
avec lui longuement. Il est évidemment complètement sonné, complètement choqué, mais je pense que ce n'est pas la peine de s'étendre là-dessus. En tout cas, il va bien, il a été très légèrement blessé et la fixeuse qui travaillait avec l'équipe de BFM TV, Oksana, va également bien. Elle n'a aucune blessure. Concernant les circonstances de la mort du journaliste de BFM, Frédéric Leclerc-Imhoff, les choses sont aujourd'hui assez claires. Il était à bord d'un véhicule blindé, d'un camion blindé de la police, qui n'était pas encore à Lyssytchansk, en réalité qui se rendait à Lyssytchansk par des routes et des petites routes et des chemins de campagne que nous avons nous-mêmes empruntés il y a 2 jours. C'est effectivement une route très dangereuse. On entend les tirs d'artillerie résonner en permanence. Il y a des panaches de fumée un peu partout sur la route. Donc tous les journalistes qui se rendent à Lyssytchansk sont conscients du danger. Et puis la ville elle-même, qui est voisine de Severodonetsk, voilà, elle fait l'objet d'intenses bombardements. Quand nous nous y sommes rendus pour y tourner un reportage, on pouvait entendre des détonations, des déflagrations, des tirs quasiment à chaque instant. C'était réellement très impressionnant. Mais après la tuerie d'Uvalde aux États-Unis voisins, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé lundi un projet visant à geler la possession d'armes de poing. Le Canada avait déjà interdit 1500 modèles d'armes à feu de type militaire après une tuerie en avril 2022, le pire de l'histoire du pays qui avait fait 23 morts en Nouvelle-Écosse. Les informations rapportées par France 24. Moins d'armes à feu pour plus de sécurité. C'est l'objectif affiché par Justin Trudeau. Le Premier ministre canadien a présenté un projet de loi visant à geler la possession et la circulation d'armes de poing dans le pays. Il ne sera plus possible d'acheter, de vendre, de transférer ou d'importer des armes de poing n'importe où au Canada. Nous devons réduire la violence armée et nous ne pouvons pas laisser le débat sur les armes devenir si polarisé que rien ne pourrait être fait. Le Canada avait déjà récemment interdit 1500 modèles d'armes de type militaire, après la mort de 23 personnes dans la pire fusillade de l'histoire du pays, en avril 2020. Pourtant, selon les statistiques officielles, les armes à feu ne sont impliquées que dans 3% des crimes violents au Canada. Mais le ministère de la Sécurité estime qu'1 million d'armes de poing circulent dans le pays, dont beaucoup sont importées illégalement des États-Unis. Des importations qui constituent le véritable problème pour l'opposition. L'annonce d'aujourd'hui ne se concentre pas sur la cause fondamentale de la violence armée dans nos villes, les armes à feu illégales introduites clandestinement au Canada par des gangs criminels. Cette annonce intervient à la suite de la fusillade dans l'école primaire d'Uvalde aux États-Unis, où 19 enfants ont été tués. Le projet de loi pourrait avoir du mal à passer devant le Parlement canadien, où le Parti libéral de Justin Trudeau est minoritaire. C'est également avec cette actualité que nous fermons le journal d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité et passez une excellente soirée sur Viva.